Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Cette nuit, c'est avec Stendhal que nous allons partir en vadrouille, puisqu'en effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture d'Armance, un roman qui raconte l'histoire d'une jeune femme, donc, et de son cousin Octave, qui se remet doucement d'une blessure qu'il a eue lors d'un duel. Et il se trouve qu'un jeune chevalier, le chevalier de Bonnivet, qui fait partie du même cercle que ces deux protagonistes dont nous venons de parler, le rejoint et commence à mettre un peu le bazar dans cette petite société. La conversation du chevalier était une allusion perpétuelle et fort spirituelle aux chefs-d'œuvre des grands écrivains et des grands poètes des littératures françaises et latines. Madame d'Aumale, qui savait peu, se faisait expliquer l'allusion et rien ne l'amusait davantage. La mémoire réellement prodigieuse du chevalier le servait bien. Il disait sans hésiter les vers de Racine ou les phrases de Bossuet qu'il avait voulu rappeler, et montrait avec clarté et élégance le genre de rapport de l'allusion qu'il avait voulu faire avec le sujet de la conversation. Tout cela avait le charme de la nouveauté aux yeux de Madame d'Aumale. Un jour, le chevalier dit « Un seul petit article de la Pandore est fait pour gâter tout le plaisir que donne le pouvoir. » Ceci passa pour très profond. Madame d'Aumale admira beaucoup le chevalier. Mais à peine quelques semaines étaient-elles passées qu'il lui fit peur. « Vous me faites l'effet, lui dit-elle, d'une bête venimeuse que je rencontrerai dans un lieu solitaire au fond des bois. Plus vous avez d'esprit, plus vous avez de pouvoir pour me faire du mal. » Elle lui dit un autre jour qu'elle gagerait qu'il avait deviné tout seul ce grand principe, que la parole a été donnée à l'homme pour cacher sa pensée. Le chevalier avait de grands succès auprès des autres personnes de la société. Par exemple, séparé de son père depuis 8 années qu'il avait passées à Saint-Acol, à Brigue et en d'autres lieux, souvent ignoré du marquis lui-même, à peine revenu auprès de lui, en moins de 2 mois, il parvint à s'emparer complètement de l'esprit de ce vieillard, l'un des fins courtisans de l'époque. Monsieur de Bonnivet avait toujours craint de voir finir la restauration de France comme celle d'Angleterre, mais depuis 1 an ou 2, la peur en avait fait un véritable avare. On fut donc très étonné dans le monde de lui voir donner 30 000 francs à son fils, le chevalier, pour contribuer à l'établissement de quelques maisons de jésuites. Tous les soirs, à Andilly, le chevalier faisait la prière en commun avec les 40 ou 50 domestiques attachés aux personnes qui logeaient au château ou dans les maisons de paysans arrangées pour les amis de la marquise. Cette prière était suivie d'une courte exhortation improvisée et fort bien faite. Les femmes âgées commencèrent par se rendre dans l'orangerie où avait lieu cet exercice du soir. Le chevalier y fit placer des fleurs charmantes et souvent renouvelées qu'on apportait de Paris. Bientôt, cette exhortation pieuse et sévère excita un intérêt général. Elle faisait bien contraste avec la manière frivole dont on employait le reste de la soirée. Le commandeur de Zoubiran se déclara l'un des fauteurs les plus chauds de cette façon de ramener au bon principe tous les subalternes qui environnent nécessairement les gens considérables et qui, ajoutait-il, ont montré tant de cruauté lors de la première apparition du régime de la terreur. C'était une des façons de parler du commandeur qui allait annonçant partout qu'avant 10 ans, si l'on ne rétablissait l'ordre de Malte et les jésuites, on aurait un second Robespierre. Madame de Bonnivet n'avait pas manqué d'envoyer aux exercices pieux de son beau-fils ceux de ces gens dont elle était sûre. Elle fut bien étonnée d'apprendre qu'il distribuait de l'argent aux domestiques qui venaient lui confier en particulier qu'ils éprouvaient des besoins. La promotion dans l'ordre du Saint-Esprit paraissait différée. Madame de Bonnivet annonça que son architecte lui mandait de Poitou qu'il avait réussi à rassembler un nombre suffisant d'ouvriers. Elle se prépara au voyage, ainsi qu'Armance. Elle ne fut que médiocrement satisfaite du projet qu'annonça le chevalier de l'accompagner à Bonnivet afin de revoir, disait-il, l'antique château, berceau de sa famille. Le chevalier vit bien que sa présence contrariait sa belle-mère. Ce fut une raison de plus pour lui de l'accompagner dans ce voyage. Il espérait faire valoir auprès d'Armance le souvenir de la gloire de ses aïeux, car il avait remarqué qu'Armance était l'amie du vicomte de Malivert, et il voulait la lui enlever. Ces projets, médités de longue main, ne parurent qu'au moment de l'exécution.
Aussi heureux avec les jeunes gens qu'auprès de la partie grave de la société avant de quitter Andilly, le chevalier de Bonnivet avait eu l'art d'inspirer beaucoup de jalousie à Octave. Après le départ d'Armance, Octave alla jusqu'à penser que ce chevalier de Bonnivet, qui affichait pour elle une estime et un respect sans bornes, pourrait bien être cet époux mystérieux que lui avait trouvé un ancien ami de sa mère. En se quittant, Armance et son cousin étaient tous les deux tourmentés par de sombres soupçons. Armance sentait qu'elle laissait Octave auprès de Madame d'Aumale, mais elle ne crut pas pouvoir se permettre de lui écrire. Durant cette absence cruelle, Octave ne put qu'adresser à Madame de Bonnivet 2 ou 3 lettres fort jolies, mais d'un ton singulier. Si un homme étranger à cette société les avait vues, il eût pensé qu'Octave était amoureux fou de Madame de Bonnivet et n'osait lui avouer son amour. Pendant cette absence d'1 mois, Mademoiselle de Zoïloff, dont le bon sens n'était plus troublé par le bonheur de vivre sous le même toit que son ami et de le voir 3 fois par jour, fit des réflexions sévères. Quoique sa conduite fût parfaitement convenable, elle ne put se dissimuler qu'il devait être facile de lire dans ses yeux quand elle regardait son cousin. Les hasards du voyage lui permirent de surprendre quelques mots des femmes de Madame de Bonnivet qui lui firent verser bien des larmes. Ces femmes, comme tout ce qui approche les personnes considérables, ne voyant partout que l'intérêt d'argent, attribuaient à ce motif les apparences de passion qu'Armance se donnait, disait-elle, afin de devenir vicomtesse de Malhiver, ce qui n'était pas mal pour une pauvre demoiselle de si petite naissance. L'idée d'être calomniée à ce point n'était jamais venue à Armance. « Je suis une fille perdue », se disait-elle. Mon sentiment pour Octave est plus que soupçonné, et ce n'est pas même le plus grand des torts que l'on me suppose. Je vis dans la même maison que lui, et il n'est pas possible qu'il m'épouse. Dès cet instant, l'idée des calomnies dont elle était l'objet, qui survivait à tous les raisonnements d'Armance, empoisonna sa vie. Il y eut des moments où elle crut avoir oublié jusqu'à son amour pour Octave. Le mariage n'est pas fait pour ma position, je ne l'épouserai pas, pensait-elle. Et il faut vivre beaucoup plus séparé de lui. S'il m'oublie, comme il est fort possible, j'irai finir mes jours dans un couvent. Ce sera un asile fort convenable et fort désiré pour le reste de mon existence. Je penserai à lui, j'apprendrai ses succès. Les souvenirs de la société offrent bien des existences semblables à celles que je mènerai. Ses prévoyances étaient justes. Mais l'idée affreuse pour une jeune fille de pouvoir, avec quelque apparence de justice, être exposée à la calomnie de toute une maison, et encore de la maison où vivait Octave, jeta sur la vie d'Armance un sombre que rien ne put dissiper. Si elle entreprenait de se soustraire au souvenir de ses torts, car c'est le nom qu'elle donnait au genre de vie qu'elle avait suivi à Andilly, elle songeait à Madame d'Aumale et s'exagérait son amabilité sans qu'elle s'en aperçût. La société du chevalier de Bonnivet contribuait à lui faire voir encore plus irrémédiables qu'ils ne le sont en effet tous les maux que peut infliger la société quand on l'a choquée. Vers la fin de son séjour dans l'antique château de Bonnivet, Armance passa toutes ses nuits à pleurer. Sa tante s'aperçut de cette tristesse et ne lui cacha pas toute l'humeur qu'elle en ressentait. Ce fut pendant son séjour en Poitou qu'Armance apprit un événement qui la toucha peu. Elle avait 3 oncles au service de Russie. Ces jeunes gens périrent par le suicide durant les troubles de ce pays. On cacha leur mort, mais enfin, après plusieurs mois, les lettres que la police ne parvint pas à supprimer furent remises à Mademoiselle de Zaïloff. Elle héritait d'une fortune agréable et qui pouvait la rendre un parti sortable pour Octave. Cet événement n'était pas fait pour diminuer l'humeur de Madame de Bonnivet, à laquelle Armance était nécessaire. Cette pauvre fille eut à essuyer un mot fort dur sur la préférence qu'elle accordait au salon de Madame de Malhiver. Les grandes dames n'ont pas plus de méchanceté que le vulgaire des femmes riches, mais on acquiert auprès d'elles plus de susceptibilité et l'on sent plus profondément et plus irrémédiablement, si j'ose parler ainsi, les mots désagréables. Armance croyait que rien ne manquait à son malheur. Lorsque le chevalier de Bonnivet lui apprit un matin, de cet air indifférent que l'on a pour une nouvelle déjà ancienne, qu'Octave était de nouveau assez mal et que sa blessure au bras s'était rouverte et donnait des inquiétudes. Depuis le départ d'Armance, Octave, qui était devenu difficile en bonheur, s'ennuyait souvent au salon. Il commit des imprudences à la chasse qui eurent des suites graves. Il avait eu l'idée de tirer de la main gauche un petit fusil fort léger. Il obtint des succès qui l'encouragèrent. Un jour, en poursuivant un perdreau blessé, il sauta à un fossé et se heurta le bras contre un arbre, ce qui lui redonna de la fièvre. Durant cette fièvre et l'état de malaise qui la suivit, le bonheur artificiel, pour ainsi dire, dont il avait joui sous les yeux d'Armance, sembla ne plus avoir que la consistance d'un rêve. Mademoiselle de Zoïloff revint enfin à Paris,
et dès le lendemain au château d'Andilly, les amants se revirent. Mais ils étaient fort tristes. Et cette tristesse était de la pire espèce. Elle venait de doutes réciproques. Armance ne savait pas quel ton prendre avec son cousin et ils ne se parlèrent presque pas le premier jour. Pendant que Madame de Bonnivet se donnait le plaisir de bâtir des tours gothiques en Poitou et de croire reconstruire le XIIe siècle, Madame d'Aumale avait fait une démarche décisive pour le grand succès qui venait enfin de couronner la vieille ambition de Monsieur de Bonnivet. Elle était l'héroïne d'Andilly. Pour ne pas se séparer d'une amie si utile, pendant l'absence de la marquise, Madame de Bonnivet avait obtenu de la comtesse d'Aumale qu'elle occuperait un petit appartement dans les combles du château tout près de la chambre d'Octave. Et Madame d'Aumale paraissait à tout le monde se souvenir beaucoup que c'était en quelque sorte pour elle qu'Octave avait reçu la blessure qui lui donnait la fièvre. Il était de bien mauvais goût de rappeler le souvenir de cette affaire qui avait coûté la vie au marquis de Crèveroche. Cependant, Madame d'Aumale ne pouvait s'empêcher d'y faire souvent allusion. C'est que l'usage du monde est à la délicatesse d'âme à peu près ce que la science est à l'esprit. Ce caractère tout en dehors et pas du tout romanesque était surtout frappé des choses réelles. À peine Armance eut-elle passé quelques heures à Andilly que ce recours fréquent aux mêmes idées, dans une âme ordinairement si légère, la frappa vivement. Elle arrivait fort triste et fort découragée. Elle sentit pour la seconde fois de sa vie les atteintes d'un sentiment affreux, surtout quand il se rencontre dans le même cœur avec le sentiment exquis des convenances. Armance croyait avoir à cet égard de graves reproches à se faire. « Je dois veiller sur moi d'une manière sévère », se disait-elle, en détournant ses regards qui s'arrêtaient sur Octave, elle les portant sur la brillante comtesse d'Aumale. Et chacune des grâces de la comtesse était pour Armance l'occasion d'un acte d'humilité excessive. Comment Octave ne lui donnerait-il pas la préférence ? Se disait-elle. Moi-même, je sens qu'elle est adorable. Des sentiments aussi pénibles réunis au remords qu'Armance éprouvait, sans doute à tort, mais qui n'en étaient pas moins cruels, la rendirent fort peu aimable pour Octave. Le lendemain de son arrivée, elle ne descendit point au jardin de bonne heure. C'était son habitude autrefois, et elle savait bien qu'Octave l'y attendait. Dans la journée, Octave lui adressa la parole 2 ou 3 fois. Une extrême timidité qui la saisit, en songeant que tout le monde les observait, la rendit immobile et elle répondit à peine. Ce jour-là, au dîner, on parla de la fortune que le hasard venait d'envoyer à Armance, et elle remarqua que cette annonce était sans doute peu agréable à Octave qui, sur cet événement, ne lui dit pas un mot. Ce mot qui ne fut pas prononcé, si son cousin le lui eût adressé, n'eût pas fait naître dans son cœur un plaisir égal à la 100e partie de la douleur que son silence lui causa. Octave n'écoutait pas. Et il pensait à la singulière manière d'être qu'Armance avait envers lui depuis son retour. Sans doute elle ne m'aime plus, se disait-il, ou elle a pris des engagements définitifs avec le chevalier de Bonnivet. L'indifférence d'Octave à l'annonce de la fortune d'Armance ouvrit à cette pauvre fille une source de malheur nouvelle et immense. Pour la première fois, elle pensa longuement et sérieusement à cet héritage qui lui arrivait du Nord et qui, si Octave l'eût aimée, aurait fait d'elle un parti à peu près convenable pour lui. Octave, pour avoir un prétexte de lui écrire une page, lui avait envoyé au Poitou un petit poème sur la Grèce que venait de publier Lady Nelcombe, une jeune Anglaise amie de Madame de Bonnivet. Il n'y avait en France que 2 exemplaires de ce poème dont il parlait beaucoup. Si l'exemplaire qui avait fait le voyage de Poitou eût paru dans le salon, 20 demandes indiscrètes se seraient avancées pour l'intercepter. Octave pria sa cousine de le faire porter chez lui. Armance, fort intimidée, ne se sentit pas le courage de donner une telle commission à sa femme de chambre. Elle monta au 2e étage du château et plaça ce petit poème anglais sur la poignée de la porte d'Octave, de manière à ce qu'il ne pût pas rentrer chez lui sans l'apercevoir. Octave était fort troublé. Il voyait qu'Armance décidément ne voulait pas lui parler. Ne se sentant nullement d'humeur à lui parler lui-même, il quitta le salon avant 10 heures. Il était agité de 1000 pensées sinistres. Madame d'Aumale se déplut bientôt au salon. On parlait politique et d'une façon dolente. Elle parla, elle, de mal de tête et avant 10h30 était rentrée dans son appartement. Probablement, Octave et Madame d'Aumale se promenaient ensemble. Cette idée qui vint à tout le monde fit pâlir Armance. Ensuite, elle se reprocha sa douleur même comme une inconvenance qui la rendait moins digne de l'estime de son cousin. Le lendemain matin, de bonne heure, Armance se trouvait chez Madame de Malivert qui eut besoin d'un certain chapeau. Sa femme de chambre était allée au village. Armance courut à la chambre où se trouvait le chapeau. Il fallait passer devant la chambre d'Octave. Elle resta comme frappée de la foudre en apercevant le petit poème anglais appuyé sur la poignée de la porte, ainsi qu'elle l'avait placé la veille au soir.
Il était clair qu'Octave n'était pas rentré chez lui. Rien n'était plus vrai. Il était allé à la chasse malgré le dernier accident de son bras et afin de pouvoir se lever matin et n'être pas aperçu, il avait passé la nuit chez le garde-chasse. Il voulait rentrer au château à 11h, à la cloche du déjeuner, et éviter ainsi les reproches qu'on lui aurait adressés sur son imprudence. En rentrant chez Madame de Malivert, Armance eut besoin de dire qu'elle se trouvait mal. De ce moment, elle ne fut plus la même. « Je porte une juste peine, se dit-elle, de la fausse position dans laquelle je me suis placée, et qui est si inconvenante pour une jeune personne. J'en suis venue à avoir des douleurs que je ne puis pas même m'avouer. » Lorsqu'elle revit Octave, Armance n'eut pas le courage de lui faire la moindre question sur le hasard qui l'avait empêché de voir le poème anglais. Elle eût cru manquer de tout ce qu'elle se devait. Ce troisième jour fut encore plus sombre que les précédents. Chapitre 26. Octave, consterné du changement qu'il voyait dans la manière d'être d'Armance, pensa que, même en sa qualité d'amie, il pouvait espérer qu'elle lui confierait le sujet de ses inquiétudes, car elle était malheureuse. Octave ne pouvait en douter. Il était également évident pour lui que le chevalier de Bonnivet cherchait à leur ôter toutes les occasions de se dire un mot, qu'auraient pu leur offrir les hasards de la promenade ou du salon. Les demi-mots qu'Octave hasardait quelquefois n'obtenaient pas de réponse. Pour qu'elle avoue sa douleur et renonçât au système de retenue parfaite qu'elle s'était imposé, il aurait fallu qu'Armance fût profondément émue. Octave était trop jeune et trop malheureux lui-même pour faire cette découverte et en profiter. Le commandeur de Soubirane était venu dîner à Andilly. Le soir, il y eut de l'orage. Il plut beaucoup. On engagea le commandeur à rester et on le logea dans une chambre voisine de celle d'Octave, au second étage du château. Ce soir-là, Octave avait entrepris de rendre à Armance un peu de gaieté. Il avait besoin de la voir sourire. Il eut vu dans ce sourire une image de l'ancienne intimité. Sa gaieté réussit fort mal et déplut fort à Armance. Comme elle ne répondait pas, il était obligé d'adresser ses discours à Madame d'Aumale, qui était présente et qui riait beaucoup, tandis qu'Armance gardait un silence morne. Octave se hasarda à lui faire une question qui semblait exiger une assez longue réponse. On répondit en 2 mots forts, secs. Désespéré de l'évidence de sa disgrâce, il quitta le salon à l'instant. En prenant l'air dans le jardin, il rencontra le garde-chasse à qui il dit qu'il chasserait le lendemain de bonne heure. Madame d'Aumale, ne voyant au salon que des gens graves dont la conversation lui était à charge, prit son parti et disparut. Ce second rendez-vous sembla trop clair à la malheureuse Armance, indignée surtout de la duplicité d'Octave qui, le soir même, en passant d'une pièce à l'autre, lui avait dit quelques mots fort tendres. Elle monta chez elle pour prendre un volume qu'elle eut l'idée de placer, comme le petit poème anglais, sur la poignée de la porte d'Octave. En avançant dans le corridor qui conduisait à la chambre de son cousin, elle entendit du bruit chez lui. Sa porte était ouverte et il a rangé son fusil. Il y avait un très petit cabinet savant de dégagement à la chambre que l'on venait de préparer pour le commandeur, et la porte de ce cabinet donnait dans le corridor. Par malheur, cette porte était ouverte. Octave se rapprocha de la porte de sa chambre comme Armance s'avançait, et fit un mouvement comme pour entrer dans le passage. Il eût été affreux pour Armance d'être rencontrée par Octave en ce moment. Elle n'eut que le temps de se jeter dans cette porte ouverte qui se présentait à elle. Dès qu'Octave sera sorti, se dit-elle, je placerai le livre. Elle était si troublée par l'idée de la démarche qu'elle osait se permettre, et qui était une grande faute, qu'à peine faisait-elle des raisonnements suivis. Octave sortit en effet de sa chambre, et il passa devant la porte ouverte du petit cabinet où se trouvait Armance, mais il n'alla que jusqu'au bout du corridor. Il se mit à une fenêtre et siffla 2 fois comme pour donner un signal. Le garde-chasse qui buvait à l'office ne répondant pas, Octave resta à la fenêtre. Le silence qui régnait dans cette partie du château, la société se trouvant au salon du rez-de-chaussée et les domestiques dans l'étage souterrain, était si profond qu'Armance, dont le cœur battait avec force, n'osa faire aucun mouvement. D'ailleurs, la malheureuse Armance ne pouvait se dissimuler qu'Octave venait de donner un signal, et quelque peu féminin qu'il fût, il lui semblait que Madame d'Aumale pouvait fort bien l'avoir choisi. La fenêtre sur laquelle Octave s'appuyait était à la tête du petit escalier qui descendait au premier. Il était impossible de passer. Octave siffla une 3e fois, comme 11h venait de sonner. Le garde-chasse qui était à l'office avec les domestiques ne répondit pas. Vers les 11h30, Octave rentra chez lui. Armance, qui de la vie ne s'était trouvée engagée dans une démarche dont elle eut à rougir, était si troublée qu'elle se trouverait hors d'état de marcher. Il était évident qu'Octave donnait un signal, on allait y répondre, ou bientôt il sortirait de nouveau. 11h 3/4 sonnèrent à l'horloge du château, ensuite minuit.
Cette heure indue augmenta les remords d'Armance. Elle se décida à quitter le cabinet qui lui avait servi de refuge et comme minuit achevait de sonner, elle se mit en marche. Elle était tellement troublée qui avait ordinairement la démarche si légère, faisait assez de bruit. Elle s'avança dans le corridor. Elle aperçut dans l'ombre, à la fenêtre près de l'escalier, une figure qui se dessinait sur le ciel. Elle reconnut bientôt M. de Soubirane. Il attendait son domestique qui lui apportait une bougie. Et au moment où Armance, immobile, regardait la figure du commandeur qu'elle venait de reconnaître, la lumière de la bougie qui commençait à monter l'escalier parut au plafond du corridor. Avec du sang-froid, Armance aurait pu essayer de se cacher derrière une grande armoire qui était dans le coin du corridor près de l'escalier. Peut-être elle lui était sauvée. Immobile de terreur, elle perdit 2 secondes. Et le domestique, arrivant sur la dernière marche de l'escalier, la lumière de la bougie donna en plein sur elle, et le commandeur la reconnut. Un sourire affreux parut sur ses lèvres. Ses soupçons sur l'intelligence d'Armance et de son neveu étaient confirmés. Mais en même temps, il avait un moyen de les perdre à jamais. « Saint-Pierre, dit-il à son domestique, n'est-ce pas la demoiselle Armance de Zoïlov ?»« Oui, monsieur, dit le domestique tout interdit. »« Octave va mieux, mademoiselle, j'espère, dit le commandeur, d'un ton goguenard et grossier. Puis, il passa. Voilà, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter. C'était donc Armance de Stendhal. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Très bonne journée si vous vous réveillez. Excellente nuit si vous vous couchez. Salut!